Bonjour, bienvenue à Discours Animal. Aujourd'hui, on va parler avec une professionnelle du comportement félin, Caroline Crevier-Chabot. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, Ça va bien, merci. Donc, est-ce que tu pourrais commencer par nous dire un peu ton parcours, d'où tu viens? Oui, moi, j'ai pas eu de chat avant 2015, en fait. Donc, j'étais une personne à chien, sans être une personne qui était dans le domaine professionnellement. Et quand mon chien est décédé, ben, j'ai complètement switché du côté chat en adoptant 3 chats adultes en refuge. Et ça a lancé... je savais déjà un peu comment faire de l'entraînement au clicker, mais ça se limitait pas mal à ça. J'étais pas particulièrement bonne. Et c'est vraiment adopter ces 3 chats-là qui a comme lancé vraiment mon intérêt pour le comportement félin. En 2015-2016, il y avait très, très peu de vidéos d'entraînement. Du côté anglophone, on a Cat School aujourd'hui, Julie Paulslin à Toronto, une autre Canadienne, qui a beaucoup, beaucoup de merveilleux tutoriels en anglais, mais à l'époque, même elle n'existait pas. Donc, en 2016, j'ai commencé à faire des tutoriels de comment entraîner votre chat, parce qu'on peut le faire. Puis ça me terrifie un peu qu'en 2024, il y a encore aujourd'hui des fois des gens qui me courriellent, qui me disent « Est-ce qu'on peut entraîner un chat? » Il y a quelqu'un qui me dit l'autre jour « Est-ce qu'on peut en faire un jeu? » Je suis comme « Mais c'est sûr qu'on peut faire un jeu! C'est sûr que ça peut être agréable. » Fait que ça a commencé comme ça, puis j'ai commencé à me former donc en 2016. J'ai fait du bénévolat dans 2 refuges, donc à la fois des chats qui étaient plus en cage et des chats qui étaient dans des pièces de groupe. Donc ça m'a fait voir vraiment 2 aspects vraiment intéressants. J'ai été famille d'accueil pour des chats en difficulté comportementale, des refuges. Et là, depuis un peu plus d'1 an, j'ai démarré Folie féline, qui est nommée simplement parce que souvent, ce que les chats font nous semble être des folies. Mm-hmm. Puis dans le fond, il y a toujours quelque chose derrière ça. Puis quand on parle de zoomies aussi, pour moi, zoomies, chez les chats, j'appelle ça des folies félines. Mais ça, en tout cas, c'est moins évident à savoir. Mais je trouve ça charmant. Qui n'aime pas les allitérations aussi, FF, folie féline, les répétitions de consonnes, j'adore. Donc c'est ça, j'aide les gens qui ont des minous, qui ont des comportements qui font que dans la maison, c'est moins agréable de cohabiter avec eux parce qu'on adopte un bébé chat ou on adopte un chat adulte en ayant plein d'espoir et en disant « ça va être vraiment chouette ». Puis parfois, on rencontre des choses qui sont pas super, que ce soit entre nos chats et nos chiens, les problèmes de litière, l'agression envers l'humain. Moi, j'aime particulièrement les cas de chats très peureux, donc les chats qui restent cachés dans la garde-robe puis que les gens ont adoptés et ils veulent les aimer, mais il y a comme un blocage en quelque part. Donc, c'est ça. Donc, j'aide les gens. J'ai toujours les tutoriels en ligne. Et c'est pas mal ça, je pense. Wow! Et dans le fond, tu parlais des comportements. Quel type de comportement que les gens t'appellent pour, justement, en consultation ou pour t'aider? Des comportements que tu vois souvent. Ouais, ben je pense que chez les chats, ce qui fait que les gens vont consulter, c'est beaucoup tout ce qui est relié à la litière. Parce que quand on a du pipi quelque part, ça se met à sentir. C'est fatigant. Puis, C'est ça. C'est le gros irritant que ça sent pas bon puis on n'en peut plus, ou il y a de la crotte à des endroits où on s'y attendait pas et où on ne veut pas que ça soit. Mm-hmm. Donc, c'est le premier qui survient. Mais quand on regarde l'urine hors de la litière, souvent, ça implique d'autres choses. Ça implique du stress. Quand on parle de cystite féline idiopathique, on parle souvent il y a des stresseurs dans la maison. Puis pour le monsieur, madame, tout le monde, souvent, c'est difficile de réaliser « Ah, mon chat, ça le stresse ». Parce qu'on est dans la maison, puis on semble que tout est correct, on lit pas nécessairement bien le langage félin, puis on réalise pas nécessairement qu'on force quand même ces animaux-là à vivre dans notre maison. Ils peuvent pas s'enfuir. Il y a des gens que les chats peuvent quand même sortir et aller dehors, mais souvent, si on a un chat d'intérieur, ben on le force à vivre dans cet environnement-là. Puis les stresseurs qu'ils rencontrent sont pas nécessairement des choses qu'on pense qui peuvent être un stresseur. Mm-hmm. Puis tout ce qui est aussi marquage, donc marquage urinaire, c'est lié à soit des interactions mauvaises entre les minous dans la maison. Puis là, je dis mauvaises, les gens vont dire « Non, non, moi, mes chats s'entendent très bien ». Des fois, c'est des petites choses très subtiles qu'on remarque pas. Il y a des chats qui vont simplement bloquer une litière en s'assoyant, puis en étant comme « Toi, tu ne passeras pas ». Et donc, c'est très subtil. Il n'y a pas nécessairement de gros bruit, il n'y a pas nécessairement de bagarre. Puis on parle aussi de tout ce qui est chat à l'extérieur. Donc, quand on parle de litière, à la base, on dit c'est le pipi qui me dérange. Mais en fait, il y a peut-être de l'agression avec les animaux. Il y a peut-être de l'agression liée au chat de l'extérieur. Il y a peut-être une panoplie de stresseurs dans la vie du chat qui peuvent avoir rapport aux enfants, qui peuvent avoir rapport des choses aussi simples que
le fait d'avoir des repas qui correspondent pas nécessairement à comment notre corps fonctionne. La nature a équipé les chats d'un système digestif, endocrinien, tout ça, qui normalement requiert des petits apports réguliers de nourriture. Donc, si on nourrit Minou 1 fois par jour ou 2 fois par jour, c'est peu pour ce que la nature a déclaré. Je savais pas ça. Et donc, ben voilà. Puis beaucoup de gens ne le savent pas non plus parce que nos chiens, souvent, on va dire on va le nourrir 2 fois par jour. Je prends un chat, je vais le nourrir 2 fois par jour. Mais en fait, quand on regarde, il y a des études qui ont regardé, bon, un chat dans la nature, ça mange quoi? Ben ça mange entre 10 et 15 souris parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de calories dans une seule souris. Puis là, c'est sûr, ils vont pas nécessairement manger juste des souris, là. Ils peuvent manger des insectes, des petits lézards, des oiseaux, toutes sortes de choses. Mais ça fait que leur métabolisme n'est pas fait pour faire un gros repas, puis après ça, je m'écrase. Il est fait pour constamment aller chercher des petites quantités de nourriture. Donc, si j'ai ce métabolisme-là et que là, on me nourrit, je mange beaucoup parce que j'ai peur que l'autre me vole mon restant, puis là, le prochain repas, il est dans 12 heures, bien ça, c'est sûr que ça crée un stress de... Après 6 heures, j'ai comme déjà vraiment faim, puis c'est un stress de « faut vraiment que j'y aille accès ». Donc, tout ça, c'est des choses qui s'empilent. Fait que c'est ça qui est intéressant. En fait, les gens vont souvent nous rejoindre pour les litières, puis en fait, il y a une panoplie d'autres choses qui vient avec ça. C'est ça, c'est toute la chaîne de... Ben, pas la chaîne de problèmes, mais tu sais, tout ce qui stresse. Oui. Si on va voir beaucoup plus profond. Mais en fait, t'es vraiment comme un traducteur de le langage. Qu'est-ce qui pourrait être plus facile à comprendre pour, justement, un tuteur de chat, le regarder comme « Ah, ça, c'est peut-être stressant ». Y a-tu des hints à savoir comment il se sent, son chat? Je pense que beaucoup de gens ne voient pas le langage corporel de leur chat pour ce qu'il représente. Tu sais, chez les chiens, on parle beaucoup aussi, là, les yeux, les oreilles, tout ça. Puis c'est plus évident. Je veux dire, un chien, c'est plus expressif, globalement. Je pense qu'on est plus habitué de les observer. Puis même là, je veux dire, les gens n'analysent pas nécessairement bien là, le comportement de leur chien puis le langage corporel. Mais je pense que les chiens ont peut-être une petite difficulté supplémentaire. Il y a une étude qui est sortie dans la dernière année où ils ont identifié là, je veux dire 300, c'était peut-être pas exactement ça, mais énormément de possibilités de comment les muscles, les expressions des chats, puis ce genre de choses-là. Donc, c'est pas qu'ils n'en ont pas, c'est qu'on est moins habile à les lire et peut-être aussi parce que les gens viennent pas chercher ces services-là, ben il y a pas de gens qui les aident à lire le langage corporel de leur chat. Donc, tu sais, il y a beaucoup de vidéos lire le langage corporel du chien. Il y en a pour les chats aussi. Moi, ce qui m'irritait un peu, c'est que souvent, c'est des grosses choses. Donc, c'est comme, le chat fur, le chat a les grosses pupilles dilatées. Mais il y a plein de petites choses qui viennent avant ça. À quel point la queue bouge rapidement ou pas. Quel genre de mouvement, quel genre d'amplitude, quel genre de vitesse. Qu'est-ce que font les oreilles? Les oreilles en disent beaucoup. La forme de l'œil, pas juste de la pupille. Est-ce qu'on voit de la tension? Où est le poids? Ça, c'est beaucoup quelque chose. Si votre chat vous présentez quelque chose de nouveau. J'ai acheté une peluche de 20$ au Ikea en tigre la semaine dernière. Je la dompe sur mon lit. Puis là, j'ai ma chatte qui arrive et qui dit « C'est quoi? » Ça. Puis là, la tête est sortie du cou, le poids est vraiment bas vers l'arrière, ventre à ras le sol, puis tu vois qu'elle investigue. C'est important de réaliser ça. C'est un chat qui est en mode investigation, mais qui est vraiment pas sûr. Je vais certainement pas approcher la peluche. Puis ça, c'était quand même, tu sais, du langage comportemental assez intense. Mes 2 autres chats, ils ont regardé l'affaire et ils ont pas eu un langage corporel aussi évident, mais je voyais quand même que ils cherchaient à voir ce qui se passe. Fait que là, je m'éloigne un peu, mais bref, première chose pour les stresseurs, je pense le langage corporel, de voir, OK, est-ce que mon chat réagit bien ou pas bien à ça? J'ai un cours en ligne, d'ailleurs, sur la communication féline. Je disais, ça méritait qu'on regarde juste les grosses choses, donc c'est pour ça que j'ai fait le cours. La deuxième chose, je pense qu'on veut regarder, c'est beaucoup la diversité de comportement. Donc, si j'ai un chat qui se promène en plein milieu de la journée dans la maison, va voir ce qui se passe aux fenêtres, monte sur le sofa, va renifler en arrière du divan, va utiliser son grattoir, puis après ça, court un peu à faire des zoomies comme un fou, se toilette, qu'on voit qu'il est capable de vivre globalement beaucoup dans la maison, puis qu'on le voit faire tous ces comportements-là. Parce que, tu sais, souvent, on dit comportement, on pense assis, couché, donne la patte. Mais en fait, tu sais, boire, manger, errer dans la maison, se promener, gratter, se percher, sauter, c'est tous des comportements. Et plus on a cette diversité de comportements-là, plus on peut se dire, OK, mon chat est confortable dans mon environnement à pouvoir faire toutes ces choses-là, pouvoir exhiber tous ces comportements-là. Fait que ça, je pense que c'est une petite chose. Si on a un chat qui passe pas mal sa journée
comme au plus haut lit de l'arbre à chat, couché, à regarder ce qui se passe, mais à pas beaucoup se lever. Là, on peut trouver que la diversité de comportement est beaucoup plus minime. Puis ça, c'est un petit indicateur où on peut dire « Oh, il y a quelque chose probablement là qui cloche, qui est plus problématique. » Puis tu sais, on peut penser à des stresseurs comme la balayeuse. Si notre maison est comme fermée puis notre chat doit vivre là-dedans, ben, il n'y a pas le choix de se rendre compte qu'on utilise la balayeuse. C'est important qu'il puisse fuir de ça. Puis là, c'est de voir, est-ce que je pars la balayeuse puis je la laisse runner pendant 24 heures? Auquel cas, c'est un gros stresseur et probablement que j'aurai pas beaucoup de diversité de comportement parce qu'il va rester caché. C'est bon d'y penser comme ça aussi dans les petits stresseurs de tous les jours. Même si c'est pas une balayeuse pour nous, peut-être que c'est une balayeuse pour le chat devant nous. Ouais. Ouais, c'est vraiment important de analyser le plus possible, justement, comment il réagit à quelque chose. Parce que ça peut être quelque chose de tous les jours aussi, justement, la balayeuse. Mais que ça paraît banal, je pense, pour nous, puis qui, finalement, est un gros stresseur pour un chat. Puis je pense que ça pourrait être un gros stresseur pour un chat, puis un autre chat, pas du tout, là. Exactement, oui. Qu'on pense pas nécessairement, là. Puis on est très pas bon à juger de l'état interne de quelqu'un d'autre. T'sais, quelqu'un peut avoir un immense mal de tête, puis la personne nous semble peut-être un peu moins comme joyeuse, enthousiaste, de bonne humeur, mais on ne pourra pas savoir vraiment qu'elle a mal à la tête, puis on ne pourra pas se douter de son état interne. Puis sa perception est valide. T'sais, on a tous une perception de la réalité différente l'un de l'autre, parce que nos sens sont différents, parce que notre historique de vie est différent, parce que notre état interne de mal de tête et autres est différent. Puis si moi, je trouve que c'est niaiseux d'avoir peur des balayeuses, ça ne change rien à l'état interne de mon chat qui, lui, trouve que les balayeuses sont épeurantes. Donc, la réalité de tout le monde est valide. Puis à partir du moment où on reconnaît ça, plutôt que de juger, de dire ben, tu ne devrais pas avoir peur des balayeuses, des araignées, des serpents, de peu importe, ben, on est plus capable d'aider les gens. Puis je pense que c'est valide pour ça, puis c'est valide pour... Tu sais, plein de choses. Je viens d'ajouter des articles à mon site web, là, puis un des exemples que je donnais, c'est si tu me dis « J'aime pas ça que tu m'associes à telle équipe de football juste parce que je viens de cette ville-là, parce que dans le fond, je l'aime pas. » C'est peut-être pas approprié pour moi de continuer de te dire « Ah, telle équipe qui est poche à chaque fois que je te vois parce que ça t'irrite. » Tu sais, puis ta réalité, peut-être que t'es très irrité par ça, puis peut-être que t'as un historique vraiment pourri d'avoir été attaqué à un match, peu importe. Si tu me dis « Arrête de m'associer à cette équipe », c'est bon que je reconnaisse que c'est valide ce que tu me dis. T'sais, ta perception des choses est valide. Puis à partir du moment où je reconnais que c'est valide, ben, je peux t'aider à mieux être confortable quand tu es en ma présence. Puis ça, c'est la même chose pour les chats en bout de ligne. T'as peur de moi en ce moment. Moi, je voudrais t'aimer. Mais si je suis capable de reconnaître que ta réalité en ce moment, c'est que toi, tu me perçois comme étant une menace potentielle, ben là, au lieu de faire des choses qui seraient probablement pas bénéfiques, puis que les gens normaux font juste parce qu'ils n'ont pas les outils actuellement. Puis quand je parle d'outils, là, il faut que je pense à ça. Quand je parle d'outils, je parle pas d'une bébelle qu'on achète à l'animalerie, là, je parle des compétences. Donc, de faire des lancers de gâterie par terre, c'est un outil. Ça nous permet parfois de rediriger un animal. D'avoir un rappel entraîné, c'est un outil. D'avoir le nom de l'animal entraîné, c'est un outil, là. Donc, quand on n'a pas des outils de développer pour ça, ben on va aller très vite à blâmer l'autre parce qu'on ne sait pas comment faire. Fait que c'est ça. Je pense que de penser que la réalité de tout le monde est valide. Ah, puis on parle de perception, là. Je pense que c'était à la conférence ou sur ton site. En tout cas, tu avais fait une vidéo avec un masque. Puis, je l'ai tellement trouvé fantastique, cette vidéo-là. Puis là, t'arrives avec, je me rappelle plus, je pense un chèque ou quelque chose. Puis, OK, fine, le chèque est intéressant, mais ça reste que t'as un masque qui me fait peur. Fait que, par exemple, le vétérinaire, t'as beau avoir toutes les meilleures intentions du monde, si tu fais peur à l'animal, même si t'as des biscuits, OK, peut-être qu'il va les prendre, mais ça reste que la perception est une menace potentielle, même si l'intention est pas ça. Oui, c'est ça. Ben, je suis vraiment contente que ça ait eu cet effet-là sur toi parce que c'est le but. Il y a quand même pas mal de gens qui m'en parlent, qui me disent « Oui, ça me fait comprendre. » On pourrait la mettre dans le podcast sur la page, si vous voulez, on pourrait l'ajouter. C'est tellement concret et visuel que c'est difficile des fois à comprendre que, mon Dieu, je veux juste... Tu sais, je suis douce, je fais tout ce que je peux. Puis finalement, mon approche est juste peut-être pas adaptée pour ce chat-là ou justement, je fais peur quand même parce que l'environnement est stressant. Ça reste que sa perception à elle peut être, ou à lui peut être ça, là.
Fait que j'aimerais vraiment ça, oui, qu'on la partage, si tu veux nous la laisser. Là. Oui, pas de problème. Cool. Puis surtout, les chats, tu sais, souvent, on veut les aimer, on veut que ce soit un toutou. Tu sais, comme on veut pouvoir les prendre quand on veut, puis les caresser quand on veut. Mais c'est bien de, justement, voir comment lui, il sent que s'il n'a pas envie de se faire câliner, ben ce matin-là, ben, de respecter ça. L'aimer à distance. Oui, c'est ça. Après ça, on se demande pourquoi mon chat, il me mord, puis... Oui, c'est ça. C'est beaucoup une question de comment tu préfères être touché, puis est-ce que tu en as envie maintenant? Parce que, tu sais, le mouvement MeToo, là, c'était valide aussi pour tous les animaux, en quelque part. Donc, comme se faire toucher constamment, ça peut être un irritant rapidement pour certains, puis pas du tout pour d'autres. Moi, j'ai eu un chat qui voulait juste se faire flatter la tête, pas le restant. Et j'ai aussi un chat qui est une espèce de câlinos qui est comme « Pourquoi tes mains ne sont pas sur moi en ce moment? » Fait que, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de variabilité. Tout comme nous, il y a des gens qui vont pas du tout au massothérapeute, ça les irrite. Puis il y a des gens qui adorent ça. Donc, c'est ça, ça en revient à la réalité. Puis écouter les gens quand ils nous disent qu'ils aiment pas quelque chose. Puis c'est ça, en fait, la vidéo dont tu parles, c'est beaucoup... On peut avoir le plus gros chèque de millions de milliers de dollars. On peut avoir la meilleure bouffe. Mais si ce qui est important pour l'individu en ce moment, c'est de sentir qu'on va l'écouter s'il nous demande d'arrêter d'approcher ou de retirer ses mains, ben c'est là qu'on se rend compte, oh, tu sais, dans la vidéo, en fait, c'est le monstre perd tout aspect dangereux quand il fait comme, ah, excuse, tu voulais pas que j'approche, OK, je vais me reculer. Et là, ça fait comme, ah, OK. Ben là, peut-être que je suis intéressée par ton chèque, finalement. Je vais prendre le 3 millions ou le 47 millions. Maintenant que je sais que si je te demande d'arrêter, tu vas arrêter. Fait que, ouais, c'est très puissant, puis c'est quelque chose qu'on pense pas toujours. C'était vraiment cool, en fait. J'ai vraiment adoré. Merci. À l'exception de, comme on a parlé, la nourriture aux animaux, que tu disais que peut-être pas 1 fois par jour ou 2 fois par jour, est-ce qu'il y a d'autres besoins? En fait, quels sont les autres besoins du chat qu'il doit avoir à la maison? Oui, du chat moyen. Oui, bien sûr. Oui, ben en fait, souvent, on parle de comportements typiques à l'espèce. Puis là, je dois donner un gros merci à toute l'équipe de Pet Harmony, qui sont Ali Bender, Emily Strong, Ellen Newcomb, toute leur équipe qui m'ont vraiment fait beaucoup plus réfléchir à ça les derniers mois. Ils ont un très beau programme. Donc, je le plug, j'ai aucune affiliation monétaire. Donc, quand on parle de comportements typiques à l'espèce, souvent, on pense à des choses vraiment évidentes comme chez le chat, faire ses griffes, grimper, se percher, se cacher aussi. Puis là, ben, il y a une catégorie, comme une grosse catégorie de choses qui sont communes à beaucoup d'espèces, et donc on n'y pense pas. Mais il y a des choses comme boire, manger, puis c'est là que ça devient typique à l'espèce. Manger est un comportement typique à l'espèce chat, mais comment ce comportement-là se fait plusieurs fois par jour va différer de d'autres individus. Dormir, est-ce que tu dors dans un nid parce que tu es un oiseau? Est-ce que tu dors perché si tu es un chat? Ça peut être important. Donc, moi, j'ai énormément de perchoirs dans la maison, puis j'ai des chats qui vont parfois juste s'endormir sur le plancher, mais bien d'autres moments vont aller dormir sur le sofa ou encore sur le perchoir vraiment, vraiment haut, dans le haut des armoires de cuisine où il y a un petit lit pour chat. Donc, toutes ces choses-là, c'est quand même des choses qui sont typiques à l'espèce aussi. Puis là, on peut rentrer dans des choses moyennement communes comme vocaliser. Donc, communiquer verbalement, c'est un comportement typique à l'espèce. On entend souvent les chats miaulent plus aux humains ou uniquement aux humains. Puis la manière que c'est formulé, souvent, même moi, la première fois que j'ai lu ça, je me disais, ils disent que les chats communiquent pas entre eux. C'est pas ça qui est dit. Ça parle plus du miaulement, mais plus là, on a des petites caméras d'action, plus on peut observer comment les chats interagissent entre eux quand on n'est pas là. Moi, j'adore Mr. Kitters sur Instagram, sur YouTube aussi. Et tu les vois, ils ont tellement de vocalisation de prout, puis de miaou aussi. Puis là, en tout cas, les catégorisations, ça devient complexe. Mais ces vocalisations-là, on parle du chien. Le chien va japper, va grogner. Ça fait partie de ses comportements typiques à son espèce. Puis pour revenir au chat, ben là, on peut penser à d'autres choses quand on regarde les études. Je pense que ça, j'en ai parlé à la conférence. Quand on regarde les études de budget d'activité, on voit qu'il y a énormément de temps qui est passé, genre un quart du temps qui est passé à marcher, se promener, errer. Puis ça, c'est plus difficile si on a une maison qui est petite. Fait que c'est ça. Ceux qu'on pense souvent aux chats, là, se percher, gratter, des choses comme s'étirer aussi. Souvent, les cages en refuge vont être très petites, puis on n'est même pas capable de pleinement s'étirer parce qu'on est coincé entre la porte, la litière, puis le bol d'eau. Fait que c'est des comportements de base importants qui sont plus difficiles à pouvoir être
le terme en français, je veux dire exhibit, mais c'est pas ça. Pouvoir être... Exprimé, merci. Les mots me manquent. Donc, oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on pense, les chats grimpent, ils ont des griffes. Puis ça, c'est tellement vrai. Je veux dire, ça m'est arrivé de publier des vidéos sur Facebook, exemple, puis il y a des gens qui écrivent « Je m'attendais tellement pas à ce que mon chat fasse ça. » Puis ça en revient à est-ce que l'environnement que j'offre permet d'exprimer ces comportements-là que mon chat a pas mal en dedans de lui. Puis là, je disais le chat moyen, parce que veut pas, ça se peut qu'on ait un individu devant nous qui, lui, aime pas faire X, OK? Aime pas comme sauter pour aller se percher. Puis là, je pense que la question à se poser, c'est de voir pourquoi est-ce que pour toi, c'est pas nécessairement important? Est-ce que c'est parce que tu es en douleur, tu as des limitations physiques qui font actuellement que tu veux pas le faire? Est-ce que c'est parce que tu n'as jamais eu d'opportunité et donc tu n'as pas appris à le faire? Est-ce que je peux t'entraîner que c'est une possibilité pour toi? Puis après ça, tu décideras si c'est quelque chose que tu veux continuer à faire ou non. Et enfin, est-ce que tu as un historique d'avoir été puni pour avoir fait ça? Auquel cas, tu le sais peut-être comment le faire, mais il faut que je te montre que c'est permis ici, puis comme voir c'est encouragé. Puis si j'ai passé à travers ça, puis que t'es encore comme « Ouais, moi, sauter sur des tabourets, ça m'intéresse pas », ben c'est correct, tu sais, mais il faut juste pas nécessairement se dire « Mon chat ne le fait pas, donc ce n'est pas important ». Je pense que le jeu, c'en est un commun chez les chats. Les gens disent « Moi, mon chat joue pas ». OK. Est-ce qu'on est sur la bonne surface? Est-ce que c'est antidérapant? C'est pas trop dur? Est-ce que j'ai un jouet qui t'intéresse parce que ça réplique bien une petite souris? Moi, j'aime beaucoup les Daubird, celui avec le bourdon ou la mini-souris. Là, c'est comme ça déclenche la folie du chat. Puis ils aiment ça, certains d'entre eux là, aiment ça aussi mâchouiller ces affaires-là. Je les prie, puis je peux mettre mes dents dedans. Oui. Là, c'est vraiment satisfaisant. Fait que c'est ça. Est-ce que j'ai le bon jouet? Est-ce que je joue d'une manière appropriée? Ou le mouvement de la bébite? Ce que je reproduis, c'est vraiment comme similaire à ce qu'une proie ferait. Elle va se cacher derrière quelque chose. Souvent, c'est ça. Tu sais, j'ai ma bouteille d'eau, là, puis juste si la petite souris passe en arrière de la bouteille, le moment où on la voit plus, c'est comme gros petit pays dilaté, là, je suis vraiment énervée, butt wiggle, puis là, je me pitch. Fait que c'est ça. C'est parce que avant de dire est-ce que ce comportement-là est important ou non, il y a plusieurs choses à regarder pour voir si on a optimisé pour le chat que ce soit possible de le faire. J'ai un peu dévié de ta question, peut-être que je me rappelle même plus c'était quoi, mais tu me diras les besoins d'un chat, mais oui, non, je pense okay. qu'il a bien répondu. Oui, de jouer, de s'étirer, de grimper. Chasser, oui, c'est ça. Chasser, jouer. Oui. Ben, en fait, c'est ça. C'est le jeu avec le chat. Est-ce que c'est presque tout le temps de la simulation de chasse ou y a-t-il autre chose qu'on peut faire avec les chats pour les faire jouer? Est-ce qu'ils peuvent jouer comme tout seuls aussi ou entre chats? Oui, ben oui. Je te dirais, quand ils attaquent des petites choses, ça a beaucoup rapport à la prédation. Fait que la séquence de prédation où on va attaquer cette petite affaire-là, idéalement pour la manger, mais là, ce ne sera pas le cas. Fait que là, si on pense aux émotions, en fait, de Panksepp, il y a notamment le jeu et il y a Seeking, qui est comme la quête des choses, qui est peut-être plus la chose qu'on active quand on parle de chasse, alors que le jeu est peut-être plus... Puis là, il faudrait que je retourne voir exactement les émotions de Panksepp. Le jeu est peut-être plus, justement, entre nous ou entre chats, disons, puis avec des choses que je ne prends pas nécessairement pour acquis est une proie. Puis on n'est pas dans leur cerveau non plus. Non, hein? Fait que des fois, vrai. c'est dur de départager. C'est sûr qu'on peut jouer à... Il y a des chats qui vont rapporter, donc il y a des chats qui vont aimer... on leur lance la chose, ils vont la chercher. Il y a peut-être un moment de chasse après la proie, mais il y a tout de suite ce moment de « je reconnecte avec mon humain et viens lui ramener la chose ». Donc là, on n'est peut-être plus exactement dans la séquence de prédation. Les chats vont jouer ensemble, dépendant encore une fois de l'individu, parce que le chat moyen, ça va dépendre beaucoup. Puis ça, c'est quelque chose en fait d'intéressant puis d'important à comprendre, parce que souvent les gens vont dire « je vais ajouter un chat à ma maisonnée ». C'est pas nécessairement la bonne chose à faire pour le minou qui est déjà là ou pour celui qu'on ajoute. Les chats viennent d'une espèce qui était solitaire à l'origine et donc se rencontraient juste pour la reproduction. Puis c'est sûr qu'à travers la domestication, aujourd'hui, il y a des endroits où il y a des refuges de chats, puis il y a des centaines de minous qui vivent dans des espaces extérieurs libres.
c'est pas que les chats ne peuvent pas vivre de manière grégaire, en groupe, c'est que ça varie beaucoup d'un individu à l'autre à quel point cette capacité-là est présente chez un individu donné. Donc, à la base, notre chat naît avec une génétique qui fait je suis plus ou moins susceptible d'être confortable à vivre avec d'autres. Puis là, ben vient tout ce qui est la période où l'animal est jeune, puis où il grandit, puis toutes les rencontres qu'il a avec d'autres chats dans sa période sensible quand il est très jeune, puis après ça, à mesure qu'il grandit. Donc, c'est très variable d'un minou à l'autre, et des chats qui sont confortables avec d'autres chats, qui se rencontrent de manière polie, parce qu'il y a aussi toutes les aptitudes, on l'a aussi chez les chiens, les aptitudes à rencontrer un autre chien, à dire « Allô, est-ce qu'on joue? » Il y a des chiens que ça va très bien, puis il y a des chiens que c'est un peu trop comme robuste, intense, plus ou moins poli. Moi, j'ai un chat que pendant longtemps, justement, dans la ruelle, en laisse, il voulait aller voir tous les autres minous, vraiment direct, puis vraiment comme « Salut, nez à nez! OK, faisons de la lutte gréco-romaine. » La majorité des chats, ça ne passe pas, ça. Et il a eu un meilleur ami pendant 3-4 ans. Son meilleur ami est décédé, ton meilleur ami de ruelle est décédé il y a 2 ans. Puis c'est ça, mais c'était vraiment merveilleux parce que les deux avaient un même genre, pas nécessairement de personnalité, mais ils se sont compris très rapidement, puis ils se sont mis à jouer très rapidement. Donc à chaque fois qu'ils se voyaient, eux, c'était « Allô, allô, OK, faisons de la lutte gréco-romaine », puis ils étaient très contents. Fait que là, je suis en quête perpétuelle de son nouveau meilleur ami de ruelle. Parce que mes 2 autres chats sont pas intéressés à jouer en lutte gréco-romaine comme lui il l'est. Donc oui, il peut y avoir des chats qui vont jouer ensemble puis avoir beaucoup de plaisir, même s'ils ne sont plus chatons. Écoute, Miley, il a à peu près 12 ans, là. Puis il est toujours aussi enthousiaste de vouloir faire de la lutte gréco-romaine. Quand je dis lutte gréco-romaine, c'est vraiment du jeu, là. Oui, certain que tout le monde Mais j'aime ça comprend. que tu parles de ça, justement, tu sais, qui ont peut-être pas la même personnalité ou, tu sais, le même... Parce qu'on entend souvent ça. « Ah, je vais acheter un chat à mon chat pour pas qu'il soit tout seul. » Peut-être réfléchir à 2 fois, est-ce que c'est vraiment toi? Tu le fais pour le chat qui est peut-être... C'est peut-être pas la meilleure chose pour lui, dépendamment justement de sa personnalité, de comment Est-ce que lui va interagit. triper que tu y achètes un chat? Oui, c'est ça. Pour Noël, je t'ai acheté. Oui. Mais je pense que dans ces situations-là aussi, c'est de voir c'est quoi les besoins qu'on vise à combler. Où est-ce qu'on pense qu'il y a un manque? Puis est-ce que c'est des besoins qu'on peut combler autrement qu'avec un autre animal? S'ils ont beaucoup d'énergie, OK, est-ce que c'est de jouer avec un autre chat? Oui, peut-être que ça les aiderait. Est-ce qu'il y a d'autres manières? Est-ce qu'on fait des séances de jeu à tous les jours, voire 2 fois par jour? Ça n'a pas nécessairement besoin d'être... ça peut être plusieurs petites séances de 2 minutes, ça peut être une séance de 10 minutes, mais est-ce qu'on permet de bouger de cette façon-là? Est-ce que l'environnement fait en sorte que le chat va bouger de lui-même? Je parlais de errer tout à l'heure. Si j'ai des gâteries cachées un peu partout dans la maison, puis que le chat, dans sa journée, ou des croquettes, ou peu importe, là, dans la mesure où ça ne pourrit pas sur 8 heures de temps, quand la maison se met à sentir mauvais, là, c'est comme moins le fun, puis qui peut se déplacer et vraiment errer dans la maison, utiliser son nez, parce qu'on parle beaucoup de... ah mon Dieu, nose work en français, pour les chiens. Tu veux dire le travail... Du nez, oui. Olfactif, là, voyons, de la recherche. Oui, c'est ça, comme recherche d'odeur. On parle beaucoup de ça pour les chiens. On parle beaucoup d'utiliser son nez. Puis en fait, les chats aussi ont un nez. Il est juste beaucoup plus petit. Il est moins comme mouillé, gluant. Puis il est moins expressif. On le voit moins bouger là, dès qu'il respire. Là. Mais ils en ont un, puis il est quand même très efficace. Et donc, comme c'est très valide aussi de favoriser l'usage de ce petit nez-là pour trouver des choses. Moi, j'ai commencé à faire, c'est ça, des jeux d'odeur il y a un peu plus qu'1 an. Puis j'en reviens pas à quel point c'est intéressant de regarder mes chats, essayer de trouver la plume d'odeur, la remonter, figurer c'est où. Ça leur fait fonctionner le cerveau puis tout ça. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour combler des besoins de « je m'ennuie, j'ai rien à faire », autre que de dire « je vais ajouter un ami chat ». Puis ben, l'autre chose, c'est si on décide, OK, je vais adopter un minou, de voir un peu si les personnalités sont connues. C'est sûr que quand c'est chaton, là, ça peut évoluer de beaucoup de places différentes. Si on adopte un chat adulte, de voir, OK, si j'ai un chat très actif, motivé, c'est peut-être pas une bonne idée de prendre un minou vraiment relax, parce que peut-être que lui, il n'aura pas le goût de faire de la lutte gréco-romaine. Puis c'est de comprendre que quand on amène un autre animal chez nous, du point de vue de notre chat, on vient de dire « Salut, j'ai trouvé cette personne dehors, je l'ai amenée, on va maintenant vivre avec elle. » T'as pas le choix.
c'est vraiment rough de faire ça. Puis là, on sait pas la personne qui est dehors, c'est qui, elle vient d'où, elle fait quoi dans la vie, pourquoi elle est ici, pourquoi elle est dehors, qu'est-ce qui se passe. Puis de la perception du chat qu'on amène, qui est nouveau, essentiellement, ben, là, il commençait peut-être à être confortable un peu en refuge, au moins il savait comment la routine fonctionnait, les choses étaient familières. Et là, on vient essentiellement de le kidnapper de cette familiarité-là, puis on vient de le domper dans un nouvel environnement où il sait pas où sont les cachettes, est-ce qu'il y a des perchoirs, et là, il y a d'autres êtres vivants, est-ce qu'ils sont gentils, ils sont pas gentils, est-ce qu'ils me veulent du mal, est-ce qu'il va y avoir assez à manger, est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il y a une litière. Donc, d'ajouter qu'en plus, tu rencontres cet individu qui habite déjà ici et avec qui tu vas vivre maintenant, c'est vraiment beaucoup. Fait que souvent, les gens vont juste dire, on va les mettre ensemble, ça devrait être correct, parce que c'est la chose facile à faire, puis on veut que ce soit facile et le fun d'adopter un nouvel animal. Mais pour les deux, c'est vraiment difficile, puis c'est beaucoup mieux de dire, vous allez vivre dans des zones séparées pour le moment, parce que là, le nouveau chat peut faire, OK, cette pièce, je sais où est l'issue, je sais de où peuvent venir les menaces. Ah, il y a une litière ici, il y a de l'eau, il y a de la bouffe, je peux faire dodo là, je peux aller me percher. Là, je peux commencer à déescalader mon état émotionnel. Et là, je vais commencer à être donc mieux capable d'apprendre que, cet humain semble sympathique. Il a des gâteries. OK, peut-être cet humain-là est donc un point rassurant. Puis là, graduellement, on pourra introduire l'autre... là, je dis introduire, mais pas juste mettre l'autre chat dans la pièce, là. C'est pas ça que, que je veux dire. Mais on va pouvoir se mettre à faire des rencontres avec une barrière, faire des rencontres où graduellement, on a un peu plus d'exposition, puis garder ça positif. Puis le chat qui est déjà là, lui aussi, ce sera pas « cet autre individu envahit ma maison ». Ça va être « OK, il est dans cette pièce-là, puis il reste là ». C'est nouveau, c'est un changement, mais ça peut aller. On l'espère. Puis juste de voir la réaction des animaux en étant séparés, des fois, ça peut nous dire « Oh, ça va vraiment pas bien, j'ai beaucoup de feulements, j'ai beaucoup de poils qui s'hérissent avec un genre de dos rond, puis des oreilles qui tournent vers l'arrière. » OK, on sait qu'on va peut-être soit devoir prendre ça beaucoup plus lentement qu'on le pensait, laisser du temps passer, et ou peut-être se dire, si je suis pas intéressée à faire attention puis à prendre ça lentement, peut-être que c'est pas un bon match, puis je suis mieux d'éviter de me retrouver avec des blessures, ce genre de choses-là. Fait que c'était une longue réponse. Je suis très bavarde aujourd'hui. Vous pouvez m'arrêter. Tant mieux. Parfait. Non, c'est super intéressant. Vraiment intéressant. Bon, ben tant mieux. Fait que c'est ça. Si on pouvait avoir un genre de code couleur de dire, ce chat est mauve, tu sais, comme adopter un chat mauve aussi, puis ça va bien aller. Ce serait merveilleux. Oui. Ouais. Mais il n'y a jamais rien d'aussi simple. Non, Mais c'est ça. difficile aussi. Je pense que les gens qui adoptent, puis surtout en refuge, il y a aussi le petit côté de « je viens de sauver un chat, je vais quand même pas le ramener si ça ne fit pas ». J'aurais tendance, je sais pas si j'ai la bonne façon de penser, mais j'aurais tendance à dire que c'est moins pire de ramener le chat s'il ne fit pas avec ton animal que de les laisser puis de dire, ben, subissez pendant le reste de votre vie, tu sais. Oui, ben c'est aussi pas mal ma façon de penser, en quelque part. Je pense qu'il y a beaucoup de jugements sur les réseaux sociaux. Les gens sont très rapides à dire « Ah non, c'est mal, tu es une mauvaise personne. » Mais en fait, non. Si tu considères l'environnement de vie dans lequel je te demande de vivre est vraiment pas adapté pour toi, t'es malheureux là-dedans, puis j'ai pas la capacité, que ce soit parfois monétaire, d'espace, de temps, j'ai pas la capacité donc de changer cet environnement-là pour que ce soit plus facile pour toi, ben c'est bien, il y a bien plus d'empathie de dire je pense que tu pourrais trouver une meilleure maison où tu vas être plus heureux, que de juste dire non mais je t'ai adopté, fait que je dois absolument te garder avec moi, sinon les gens vont me juger. Puis, en même temps, je veux dire, il faut faire la part des choses. Je veux dire, s'il a passé 8 heures chez vous puis t'a dit, finalement, c'est plus difficile que je pensais, je le ramène. Là, je suis comme, bon, on devrait peut-être essayer de laisser retomber la poussière puis faire un peu plus d'efforts. Puis si jamais ça fonctionne pas puis que tout le monde est malheureux dans la maison, à ce moment-là, on reconsidérera l'adoption. Puis, mais non, je pense pas qu'il y a de honte à avoir à ramener un animal si personne est heureux dans la maison, là. Mm-hmm. Mais tu vois, j'ai déjà eu quelqu'un qui a adopté un chat que j'avais en famille d'accueil, puis au bout de quelques heures, m'a dit « Non, reviens la chercher, ça va pas. » Puis la chatte avait feulé après la personne, tout ça. Puis je comprends pourquoi. Puis j'ai repris le chat, puis c'était correct pour moi en bout de ligne parce que j'ai réalisé cette personne-là est quelqu'un qui a toujours eu des chats faciles, qui a pensé que ce serait facile, qui a pensé que parce que je veux t'aimer, tu vas savoir que ça. Puis j'ai réalisé c'est peut-être pas le meilleur match.
versus quelqu'un qui a déjà eu, mettons, un chat qui est un peu plus peureux, puis qui comprend que c'est pas une question d'avoir été traumatisé. Tous les chats, en bout de ligne, ont été traumatisés. On a tous vécu juste être au refuge, ça reste d'être traumatisant, mais c'est souvent les choses que les gens vont dire. Puis c'était très... Je veux dire, l'expérience de cette personne-là, encore là, était très valide, de dire, là, j'ai plus confiance en ce chat-là, je comprends pas pourquoi il me fait l'après, puis c'est trop pour ce que je pensais. Puis je veux dire, ça va rester une expérience pour cette personne-là de voir, oh, OK, c'est un chat qui avait déjà flatté, ça allait bien. Puis dès que moi, je suis arrivée, elle est sortie de sa cachette, puis elle était comme, ah, OK, tout va bien. Fait que, tu sais, je pense que c'est l'apprentissage des humains aussi, de voir que tout n'est pas noir ou blanc. Il y a, tu sais, comme plein de tonalités de gris dans à quel point je suis capable d'être confortable dans des nouveaux environnements ou non. Puis moi aussi, j'ai appris à travers ça. C'est quelqu'un qui mettait de la musique souvent quand même assez fort dans la maison. Puis quand on adopte un nouvel animal qui arrive dans une maison, puis là, il y a tout le temps la radio vraiment fort. Je pense que ça, c'est le genre de choses qui a probablement contribué à ce que cette chatte-là était comme... C'est un peu trop. Moi, j'écoute pratiquement jamais la radio. Donc, les 2 derniers mois qu'elle avait passé avec moi, c'est pas quelque chose qu'elle avait rencontré. Puis quand on est déjà dans un état où j'ai été kidnappée, c'est nouveau, s'il y a beaucoup de stimulus auditifs en plus, ouf, ça devient un petit peu plus difficile. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que si la personne est ouverte à essayer des nouvelles choses, de dire, prenons un grand respire, tu peux fermer la porte de cette pièce-là en ce moment, laisse passer la nuit, la chatte va d'escalader, toi, t'auras pas peur qu'elle sorte puis qu'elle t'attaque. Est-ce qu'on peut en reparler demain? Est-ce que tu es willing de faire, est-ce que tu es intéressé à faire des exercices? Ça, c'est une avenue qu'on peut prendre. Puis en même temps, ben, si je reconnais, la personne était plus âgée aussi, puis si je reconnais, OK, peut-être que c'est pas parfait pour toi. J'avoue que si il dort pas de la nuit parce que le chat est dans la maison, correct, c'est bon, je vais revenir le chercher, là. Ouais, je comprends. C'est sûr. Oui, puis en même temps, tu dis ça, tu me fais penser... je pense qu'on est dans une période vraiment chouette parce que c'est ça, un animal qui n'est pas capable... J'ai eu un chat en famille d'accueil sur 24 heures qui miaulement constant. Puis à l'époque, puis ça fait pas si longtemps que ça, là, tu sais, moi, je pars de 2015-2016. Fait que c'est même pas une décennie, mais à l'époque, on n'avait pas autant ce réflexe-là de dire cet individu-là est dans un état de détresse et il a besoin d'aide. Puis particulièrement chez les chats, on le voit pas. Parce que, tu sais, si tu remplaces le mot chat par chien, puis miauler par japper, ce chien-là, tout au long de ma journée, il jappe comme 22 heures sur 24, genre. Tout de suite, on est comme, oh my God, il y a de quoi de pas normal. Puis du côté chat, pendant longtemps, ça a été, non, mais ils vont le faire pendant comme une couple de semaines, puis éventuellement, ça va aller mieux. Puis c'est horrible quand on y pense comme ça, mais je veux dire, je comprends le réflexe que les gens ont. Les gens, le but n'est pas d'être une personne méchante, mais on a comme des idées préconçues envers les chats. Et en même temps, on savait pas, jusqu'à récemment, on n'utilisait probablement pas non plus autant la médication anxiolytique pour juste diminuer le niveau de stress général du chat, puis l'aider à mieux fonctionner plus rapidement. Fait que, tu vois, ça, c'est une autre affaire aussi. Il y a beaucoup à faire encore pour les chats, mais par contre, dans la dernière décennie, on a eu beaucoup d'évolution. Puis, je veux dire, au niveau de la médication aussi, on l'a eu du côté des chiens. Fait que ça, c'est merveilleux. Mais c'est ça, je peux comprendre. Moi, j'ai pas pu garder ce chat-là parce que la maison est très petite à air ouverte et je ne dormais pas. Et donc, voilà, ça aussi, ça m'est arrivé. Donc, je peux avoir de l'empathie envers moi-même. Ben oui. Pour vrai, c'est sûr. Puis, je m'en rappelle plus ce que je voulais dire, mais un chat qui... Moi, j'aime les miaulements quand ils sont comme heureux, là. Je veux dire, un chat en détresse qui miaule non-stop, c'est sûr que non. Mais il y a beaucoup de monde qui, je pense, aiment pas ça que leur chat miaule. Est-ce que je me trompe? Ben, je pense que tu sais, comme tu as pogné quelque chose de vraiment important. Il y a tellement de variétés dans les miaulements. Puis il y a des petits miaulements qui sont tout mignons. T'es comme, oh, t'es tellement cute. Puis il y a des miaulements qui sont comme, mais, ou que t'es comme la ferme. Fait que je pense que déjà ça, si quelqu'un me dit, mon problème, c'est que mon chat miaule tout le temps, c'est de voir, OK, est-ce que c'est votre chat essaye d'avoir de l'attention pour quelque chose? Est-ce que, exemple, t'as deux repas par jour, puis en fait, si t'en as 5, ton miaulement vient de diminuer de 75% d'une shot. Juste parce que j'ai faim, j'ai vraiment faim, je file pas bien, puis là, dès qu'on règle ce problème-là, ça s'en va. Est-ce que c'est un minou qui est bavard de nature? Moi, j'ai un chat qui est vraiment bavard de nature, puis, tu sais, avec les caméras de sécurité, je veux dire, on finit par le filmer, puis là, quand ils disent les chats, ça miaule envers les gens, ben quand je suis pas là, Méloman miaule quand même. Tu sais, puis pas de détresse, juste ça a l'air comme je fais des vocalises,
dévocalise, je sonne tellement bien. Puis là, il se précipite dans l'escalier à courir comme un fou. Puis ça, je veux dire, c'est pas quelque chose que je m'attends nécessairement à changer de mélomane, mais j'ai pas nécessairement besoin de le faire. Là. Il le fait pas comme constamment. Puis c'est de regarder, c'est ça, est-ce que c'est vraiment quelque chose de tellement constant qu'on se dit, est-ce qu'il y a un problème ou il n'y a pas un problème? Tu sais, d'aller voir, avant de dire arrête de miauler, parce que ça, c'est la chose facile à faire, c'est de dire tu ne devrais pas faire ça. C'est de voir, OK, est-ce que tous tes besoins en amont, toutes les choses de base que tu as besoin dans ta vie pour te sentir bien sont bien satisfaites? Est-ce qu'il y a des problèmes de santé aussi, parce que ça peut augmenter le miaulement, tout ça? Quel genre de miaulement c'est? Est-ce que tu essaies d'avoir l'attention? Est-ce que tu es en détresse pour quelque chose? Fait que c'est très varié. C'est pour ça aussi que j'ai pas tendance à beaucoup répondre aux questions sur Facebook, parce que la personne va dire ça, genre mon chat miaule tout le temps. OK. Souvent, il y a des conditions aussi. En fait, j'ai filmé hier avec la caméra de sécurité. Mes chats pensaient que j'allais les nourrir. Il était tôt, par contre, fait que c'était pas l'heure habituelle. Miaule, 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 je monte en haut. Puis la seconde que je me suis assise à mon bureau, là, j'ai réalisé 0 miaulement. Fait que, tu sais, quand on dit mes chats miaulent tout le temps ou tout ça, ou « je peux pas contrôler le comportement », là, j'ai réalisé, j'étais comme « Oh! » Et ça, c'est filmé. Donc, j'ai gardé la vidéo. Dès que je m'assois, ça, c'est un signal pour eux. Ça sert à rien de miauler. On n'aura pas de bouffe de toute façon. Là, elle va faire autre chose. Puis là, j'ai travaillé pendant peut-être 15 minutes. Puis là, je l'ai testé. Je me suis levée. Puis là, c'était comme « Oh! Elle est debout de nouveau. Peut-être aller. » Donc ça, je trouve ça fascinant de voir c'est quoi les signaux dans l'environnement qui font en sorte que oh, ben en fait, c'est des cues, c'est des signaux qui disent « Oh, en ce moment, ça pourrait valoir la peine de faire ce comportement-là parce que parfois, c'est récompensé puis on va obtenir la bonne chose. » Versus « Oh, ça, non, OK, ça vaut pas la peine de miauler en ce moment parce qu'en bout de ligne, ça ne nous donnera rien. » Fait qu'en comportement, il y a toutes ces petites choses-là de identifier dans quelles circonstances, quel contexte, sous quelles conditions est-ce que le comportement, je peux le mettre à on, puis à quelles conditions je peux le mettre à off, puis à partir de là, de partir de ça et de dire, OK, comment je peux répandre ça pour que on change le comportement dans d'autres situations. Fait que ça, c'est mon amour des caméras de sécurité aussi. Ben, c'est vraiment une bonne idée, tu vois. Oui, c'est ça, tu peux voir tout ça, parce que oui, ils sont vite... S'ils font un comportement puis ils ont ce qu'ils veulent, ben ils associent. C'est brillant, des chats. Ben oui, c'est ça, ils associent. Bon, ben parfait, je sais que je dois miauler super fort pour que tu me donnes à manger. Mais parfait, maintenant, je vais toujours miauler super fort. Puis on s'en rend pas compte. C'est ça. Non. C'est comme on travaille, on juste dit, ouais, il miaule, on est concentré. Puis là, un moment donné, on fait ah, OK, il miaule, on y va. Puis on s'est pas rendu compte qu'en fait, on a vraiment bien entraîné que l'intensité doit atteindre tel nombre de décibels pour que ça... Les chats sont très intelligents, on est très idiots. Il faut comme l'admettre et s'assumer constamment. Oh, misère. Puis, est-ce que pour la nourriture, le nombre de fois à nourrir, parce que peut-être que des gens, ils sont pas à la maison, comme justement pendant... toute la journée. Est-ce que les bols interactifs, ils peuvent être une bonne solution? Oui. Pour ça, justement pas oui. Puis là, avoir faim. On a eu une explosion en plus dans la dernière décennie. En général, ceux qui sont faits pour les chiens, il y en a beaucoup qui sont bons pour les chats aussi. Pas de discrimination envers les minous. Les minous sont capables de faire des puzzles de pleine sorte. Il y a des manières aussi de les rendre plus difficiles. Donc, on peut ajouter des petites boulettes de papier, on peut envelopper des choses, on peut rajouter une balle de ping-pong dans quelque chose pour que des fois, ça bloque le trou. Moi, j'ai un petit minou qui est rendu expert. Là, il a figuré comment ouvrir les bacs de croquettes en plus. Fait que fallu que je range les bacs de croquettes dans l'armoire. Fait que c'est ça. Lui, il a tendance à finir son puzzle au complet. Tandis que mes autres chats, j'ai une chatte qui a une mangeoire à micropuce. Ça, c'est une manière... Les chats qui sont capables de bien se réguler, c'est plus dur de mettre un puzzle là-dedans, mais au moins, c'est réservé à juste Léa. Mélomane, lui, il a sa petite pièce avec sa chatière électronique, puis lui, il fait une partie de son puzzle, puis il part, puis il va faire autre chose, puis il revient. Fait que lui, il se gère bien dans la journée. Miley, il est plus du genre, je vais résoudre ce puzzle, où est la croquette? C'est super excitant, j'adore ça. C'est un petit minou qui dort moins, c'est un petit minou qui est très actif, donc c'est comme résoudre, figurer des choses. Est-ce que je suis en train de manquer quelque chose? Donc, en anglais, ils disent FOMO, Fear of Missing Out. Oui. Donc, la peur de manquer quelque chose, il y a peut-être une activité, il faut que j'aille dehors, il faut que je fasse des choses. Donc, lui, il passe à travers ses puzzles quand même rapidement. On peut avoir les mangeoires électroniques avec des repas. Ce qui est un peu agaçant, c'est que souvent, les repas sont quand même gros, même quand tu prends la plus petite portion. Fait que 2 autres options qu'on a, c'est
je sais même pas comment appeler ça, les machins à pitcher des gâteries, à lancer des gâteries, je vais appeler ça comme ça. Donc, des machines que tu te connectes à distance, puis là, t'en fais envoyer, puis ça va faire, mettons, 5 croquettes à la fois. Donc, moi, j'en ai une chez moi où, bon, je vois la caméra, puis si je sais que je vais revenir plus tard du travail que prévu, ben je leur en lance quelques-unes, puis ils sont habitués. Fait que là, ce qui est intéressant aussi, c'est quand les lancins, ils vont se retrouver partout. Donc, on force moins 2 chats à manger très proches l'un de l'autre parce que la mangeoire vient juste de domper ça dans un bol. Fait que ça, c'est une option. Puis, il y a aussi les mangeoires à timer qui sont juste, tu sais, que le couvercle va juste lever. Moi, j'en ai une chez moi que j'ai suspendue. Donc, si je veux faire la vraiment grasse matinée, puis je sais que mon dernier repas pour mes chats, je l'ai donné à peut-être 9h, 10h. Je sais qu'à 4h, ils se réveillent parce qu'ils sont crépusculaires, les chats. Donc, comme ils vont dormir, puis eux autres, la journée commence à 4h du matin. Puis là, rendu à 10h le matin, ils vont faire leur sieste moi je dis le dodo des chats demi-journée, donc leur sieste demi-journée. Donc à 4h, je suis réveillée, puis quand on se lève, c'est pas long qu'on a faim. Donc je vais mettre ça, je l'ai suspendu, donc quand elle ouvre, les croquettes s'en vont partout. Fait qu'il y a différentes manières de se donner un petit peu de chance. Puis c'est de voir aussi dans notre horaire. Tu sais, moi, je vais faire 2 repas le matin, j'en fais un en me levant, ce qui n'est pas nécessairement une bonne recommandation si vous avez déjà un chat qui essaye de vous réveiller. Mais j'en fais un en me levant, puis après ça, 1 heure après, je vais leur donner leur repas avant d'aller travailler. Des fois, je mets la mangeoire à 4 heures si je sais ou à 3 heures parce que je sais qu'ils commencent à avoir faim. En revenant, je vais faire un repas. Après avoir soupé, je vais faire un repas. Puis avant de me coucher, je vais faire un repas. Donc, c'est des manières de voir dans ma journée comment je peux faire fonctionner ça, puis comment je peux mettre la technologie à profit. Parce que c'est quand même le fun de peser sur le bouton de ton téléphone puis de pitcher des choses à tes chats. Les enfants aiment beaucoup ça aussi. Si tes voix, en plus, ça doit tellement être drôle parce qu'ils entendent le... Je passerai ma journée là-dessus. Oui, c'est ça. Mais c'est là, tu parlais de personnalité aussi, c'est là que tu vois à quel point... Tu sais, généralement, ils sont tous à peu près dans le cadre parce qu'ils sont tous à la fenêtre avant, ils savent que je pourrais arriver bientôt. Puis la machine part, puis avant même que la croquette soit envoyée, tu sais, il y a le bruit du petit mécanisme. Miley, c'est comme « Oh my God, la machine va! » Puis il arrive en courant, il est perché sur une tablette, tu le vois descendre, pitcher. Puis Méloman, lui, arrive comme 1 minute après, il est comme « Ah, je pense que la machine pitch des croquettes. » Puis Léa est juste comme « Non, moi, j'ai pas compris. De toute façon, il m'en reste dans ma machine en haut, là, fait comme... » Ça me tente pas. C'est ça. C'est pas comme j'ai peur, elle est juste comme pourquoi cette affaire pitch des croquettes, genre pourquoi ces 2 garçons chats sont tellement comme pas rapport. En tout cas, voilà. Oh, j'adore ça. Tu sais, justement, chaque individu a sa propre personnalité, là. Fait que c'est tellement drôle de les voir comme ça. Puis il faut avoir vécu avec eux, je pense, pour se rendre compte à quel point c'est vrai. Oui, puis ils sont fascinants, puis ils sont drôles. Je voulais aborder aussi le sujet de grimper sur les meubles parce que j'entends ça fréquemment. Des chats qui grimpent sur le comptoir, mettre du papier d'aluminium, du tape double face, puis genre ces choses-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que le chat sait qu'il n'a pas le droit de monter sur le comptoir? Est-ce qu'il sait qu'il n'a pas le droit de monter sur le comptoir? Il peut savoir que s'il monte sur le comptoir en notre présence, on va crier et le menacer. Donc, il peut savoir qu'il y a cette relation-là, il y a cette contingence-là que je peux peut-être mieux d'éviter d'être sur le comptoir quand la personne est là parce qu'elle va me crier après, exemple. S'il y a quelque chose sur la surface du comptoir, il peut apprendre que quand je monte sur la surface, c'est pas le fun, fait que je descends. Moi, je suis très paresseuse et personnellement, juste de me dire, il faut que je mette des choses sur mes comptoirs que je vais enlever quand je vais vouloir utiliser mes comptoirs, c'est beaucoup de travail pour moi. Donc, des fois, je suis surprise à quel point les gens vont mettre beaucoup d'efforts alors que je me dis, moi, ça me dérange moins de... Quand je veux utiliser le comptoir, je vais passer un linge dessus, exemple. Fait que c'est toujours de regarder. Il y a des fois, on se dit « Ah, les chats ne doivent pas aller sur les comptoirs. » Moi, mes chats vont sur les comptoirs. Ils n'y vont pas pendant que je prépare à manger parce qu'ils ont appris que non, pendant ce temps-là, tu ne peux pas. Par contre, il y a un comptoir qui donne accès à la chatière, qui donne accès au cassio. Et donc, ce comptoir-là, j'ai accepté que je prépare pas de la nourriture là puis je les laisse aller tout le temps parce qu'ils peuvent sortir par la chatière constamment. Fait que c'est de voir, est-ce que je travaille avec un mythe du genre « les chats ne doivent pas » ou est-ce que dans le fond, dans ma maison, je m'en fiche un peu, puis quand je prépare à manger, de toute façon, je vais nettoyer le comptoir avant. Fait que ça, c'est à réfléchir pour voir ça. Quand on comprend que les chats ont de graver dans leur cerveau cet intérêt pour aller se percher, déjà là, il faut se demander, est-ce que OK, je veux pas qu'il y ait sur le comptoir, mais il faut que tu aies d'autres options que tu peux faire. Est-ce que peut-être pour moi, c'est correct si tu te perches sur les armoires en haut du comptoir? Parce que là, tu vas pouvoir me regarder préparer les affaires. Parce que pourquoi est-ce que je me perche? D'un,
c'est le fun. De deux, il y a des choses intéressantes sur le comptoir. Tu sais, comme, je peux regarder ce que tu fais, je suis intéressée. Est-ce que si je monte sur le comptoir, en fait, parce que je veux des câlins? Auquel cas, aller sur le haut des armoires, ça répondra pas à ce besoin-là. Mais si j'ai un tabouret à côté, je peux être à hauteur de ta main, puis pendant que tu prépares à manger, de temps en temps, tu me présentes, exemple, le dos de ta main, si tu veux pas avoir à te relaver les mains, le dos de ta main, puis je peux te faire un petit... un coco bunk ou un frottage de ma face sur ta main, parce que c'est une manière que les chats démontrent leur affection, si on peut dire. Puis est-ce que ça me satisfait? Fait que ça va varier d'un individu à l'autre. Est-ce que mon gros renforçateur, c'est regarder ce que tu fais, c'est obtenir des câlins, ou est-ce que c'est je veux te voler quelque chose qui est sur ton comptoir? Auquel cas, là, on peut commencer à penser encore une fois, est-ce que ça fait vraiment longtemps que tu as mangé? Puis là, ça m'aiderait si tu étais en situation où tu avais un peu moins faim. Puis le sofa, ben souvent, les sofas, c'est plus pour les griffes. Encore une fois, si on veut pas que le chat monte sur le sofa, OK, mais il va falloir lui donner d'autres options d'aller se percher, puis faire en sorte que c'est vraiment payant d'aller de se percher là, se coucher là où c'est confortable. Parce que, je veux dire, un chat qui va se coucher sur le sofa, c'est parce que le sofa est confortable, il est perché, il est doux, il est mou, il est chaud, la chaleur monte, hein, les lois de la physique, la chaleur monte, donc c'est pour ça aussi que les chats aiment se percher, parce qu'ils descendent d'une espèce désertique, donc qui aimait être dans des températures plus chaudes. Fait que c'est ça, le ruban de double surface, j'ai pas tendance à recommander ça parce que, veut pas, c'est quelque chose qu'on voit pas nécessairement. Peut-être qu'ils peuvent le sentir à l'odorat. Puis là, quand ils y touchent, veux pas, les poils vont tirer tout ça. Ça peut finir par faire en sorte que là, faut pas que je m'approche d'aucune surface. Il pourrait y avoir du tape double côté un peu n'importe où, puis ça va tirer mon poil, puis j'aime pas ça. On veut pas créer un environnement où on force un animal à vivre, où il y a constamment comme des risques que peut-être quelque chose soit pas le fun, puis je comprends pas nécessairement la logique derrière ça parce que ça arrive un peu de nulle part, parce que je sais pas vraiment d'où ça vient. Fait que c'est pas nécessairement un outil que j'ai tendance à utiliser, entre autres pour ça. Parce qu'encore là, on parlait de stress au tout début. Tu sais, des sources de stress qu'on reconnaît pas, ben c'est ça. Si je me promène dans la maison puis je sais jamais quand il va y avoir le gros mille-pattes que j'ai spoté ce matin, il va-tu sortir d'en dessous du sofa ou de... Tu sais, en tout cas, j'aime pas particulièrement les mille-pattes poilus de la cave qui ressortent dans la maison. Puis là, on est tout le temps comme... C'est un peu le même genre de choses pas agréables qui peut se produire avec nos animaux quand on ajoute des choses du genre. Fait que ouais, en bout de ligne, à la base, c'est de réévaluer est-ce qu'on est dans cette idée que dans notre société, les chats ne doivent pas aller là, ou est-ce que dans le fond, si on enlève cette espèce de fausse, comment je peux appeler ça? C'est perception, comme qu'on a la chose correcte, ben c'est de voir juste nous, quelles sont les choses importantes dans notre réalité, dans notre maisonnée. Puis souvent, ben, en fait, ça change notre perception des choses. Puis si c'est vraiment important, ben là, il y a des manières d'encourager d'aller se percher ailleurs, puis répondre aux besoins du chat qui vont faire en sorte que si c'est plus facile et plus payant d'aller se percher ailleurs, ben j'ai pas tendance autant à aller me percher où tu veux pas que je me perche. J'aime ça, oui, parce que nous, quand on a eu notre bébé chat, ben il aimait ça aller sur la table, mais les chats, ça doit pas aller sur la table. Et on a essayé autant comme autant de l'encourager à rester par terre, mais... Et maintenant, on a juste lâché quand prise. Quand vous êtes pas là, il va. Ben, c'est ça aussi. Puis j'étais comme, justement, on s'est dit, est-ce que c'est si grave que ça, s'il va sur la table, avant de manger, on la nettoie, on enlève tout le poil, puis pendant qu'on mange, on le récompense d'être à terre, il monte pas, ça va bien. Mais après, à part ça, on peut pas passer notre journée à être à côté pour le récompenser, puis... J'ai mis des arbres à chat à côté de la table, mais c'était tellement plus le fun, une grosse surface. Il peut tout voir. Puis il peut tout s'étendre de son long, là. Fait qu'on c'est ça, on s'est dit, bon, ben, gars. On choisit nos batailles. C'est exact. Ça. Oui, puis Rosalie, tu dis quelque chose de super pertinent aussi. Tu sais, comme je disais au début, c'est en présence de la personne. Si je me perche sur la table, là, il va arriver quelque chose de pas le fun. Mais c'est ça, si on met une caméra de sécurité, les gens sont comme, mon chat ne va plus sur le comptoir. Ah oui? Tu sais, comme, testons, mettons l'expérience. Oui. Fait que c'est dommage parce que ça devient associé à nous. Tu sais, s'il y a quelque chose que... Le papier d'aluminium, c'est pas nécessairement associé à nous, c'est dans l'environnement. Mais si c'est quelque chose que nous, on ajoute, comme on va être menaçant, on va crier, on va faire un spray d'eau ou des choses, c'est toutes des choses qui deviennent associées à nous. Souvent, deviennent associées à nos mains. Mais en fait, nous, on va être associés à de bonnes choses pour qu'on puisse flatter notre chat, pour qu'on puisse le brosser ou lui couper les griffes. Les mains, il faut que ça reste des choses qui sont
agréable et positive en bout de ligne. Ouais. On arrive à la fin du balado, mais j'ai des questions du public qu'on a posées. Qu'est-ce que je dois faire quand il y a de la visite et que mon chat aime pas ou a de la misère avec la visite? Est-ce que Minou attaque les gens? Auquel cas, on va séparer Minou définitivement, puis on va s'assurer qu'il ne puisse pas avoir accès aux gens. OK? Je pense qu'avec les gens, des fois, les gens ont un chien, puis ils vont avoir beaucoup, tu sais, comme non, mais ça va être correct. Puis encore une fois, c'est valide pour les chiens aussi. Si on voit que notre chat a tendance à être vraiment escalader son état émotionnel et en vouloir à donner des coups de patte, graffiner, tout ça, on veut pas le mettre dans cet état-là où il sent le besoin de faire ces comportements-là. Donc, on veut garder tout le monde en sécurité parce que vos visiteurs n'auront pas le goût de revenir s'ils se font attaquer. Donc, c'est drôle qu'on ait à dire ça, mais c'est tellement pertinent de le dire parce que tellement de gens sont comme « Non, mais ça va être correct. » Non, c'est correct. Vous lui faites une belle pièce à votre chat. Il y a une litière, de l'eau, de la bouffe, des jouets. Vous pouvez lui partir la télé à chat, peut-être, si c'est quelque chose qu'il aime. De nos jours, il y a beaucoup de canaux YouTube qui ont des vidéos de souris puis d'oiseaux. Il peut avoir une fenêtre intéressante, cacher de la bouffe dans la pièce, puis rendez ça très clair que les gens ne doivent pas ouvrir cette porte. Ça, c'est tout à fait approprié. Si votre chat est peureux puis va se cacher, c'est très correct qu'il aille se cacher. Ça revient un peu à la vidéo du monstre, essentiellement. C'est pour moi, en ce moment, ce qui est le plus important, c'est d'avoir beaucoup de distance des gens qui viennent de rentrer dans la maison. Et donc, on va jamais tirer un chat en dessous d'un lit, essayer de lui dire « Non, mais regarde à quel point ils sont gentils. » Pas besoin de faire ça. Mm-hmm. Tout ce qui est souvent dit à propos d'associer les choses épeurantes avec de la bonne chose, c'est valide. Donc, si votre chat est pas sûr, on n'est pas trop sûr, mais qu'on a un long jeu baguette comme un Da-Bird avec des fois les grelots aussi ou les plumes, ça fait du bruit. Je veux dire, vous pouvez juste comme donner ça à un de vos invités, puis il fait aller ça met énormément de distance. Puis c'est pas impossible que le chat dise « ça, c'est le bruit du jouet. Je vais peut-être me pointer, ça a l'air le fun. » On le force jamais à jouer. Ça se peut qu'il s'assoie juste dans l'entrée de sa pièce, puis là, il regarde la personne qui est en train de jouer avec des affaires, ça perd les papettes. Tous ces gens sont assis. Ils semblent vraiment pas menaçants. Ils me regardent même pas, puis il y a ce jouet-là. C'est pas impossible que ça devienne quelque chose de chouette. Puis l'association avec la bouffe, c'est très bien aussi. Par contre, faut jamais demander à un animal de s'approcher de nous pour avoir la nourriture. Donc, si on a de la bouffe qu'on peut lancer vers la pièce du minou, et là, lancer, ça semble bien intense, là, mais comme juste pitcher vers où est le minou, de sorte que le chat va pas avoir besoin de s'approcher pour faire cette association-là de bonne bouffe, voire même, ça va passer tout droit, puis il va devoir reculer, donc ça lui donne à la fois de la distance et de la bouffe. C'est des choses qu'on peut faire. Puis des individus, tu sais, s'il y en a des visiteurs sur une période de temps plus longue, on a de la famille qui vient pendant 2 semaines, puis on se doute que ça va être très, très difficile, ça vaut vraiment la peine d'en parler à notre vétérinaire parce qu'il y a des nutraceutiques ou des médicaments court terme qui peuvent juste aider à enlever la couche supérieure de ça, c'est vraiment trop pour moi. Et ça va faire que, OK, non seulement c'est moins stressant, mais parce que c'est moins stressant, je suis plus susceptible d'être capable de faire les bonnes associations avec ces gens-là, au point qu'à la fin de 2 semaines, peut-être que je vais être comme, c'est mes meilleurs amis, ils sont super sympathiques. Donc, encore une fois, c'est pas une réponse très claire parce qu'il y a tellement d'options. Ben, c'est ça, chaque individu est différent, fait que, mais non, c'était une très bonne réponse. Ça donne des pistes. Oui, vas-y. Je vais y aller. Mon chat fait ses griffes partout. Quoi faire? On a parlé que c'est un comportement important pour Minou. Quand on les regarde bien s'étirer, là, tu sais, comme c'est de l'étirement, c'est de la tonification de musculature, on relâche le stress, on relâche l'excitation des fois. Les chats aiment typiquement gratter beaucoup le carton, la corde de sisal. Il y en a, c'est le tapis, le bois pour certains. Beaucoup des produits en animalerie sont pas super. Ce qu'on veut, c'est avoir des opportunités de gratter à des endroits qui sont appropriés pour nous et satisfaisantes pour le chat. Je sais que j'ai une vidéo de construire un perchoir grattoir qui apparemment a pas mal de succès avec les gens qui l'ont utilisé, qui m'ont dit « Oui, ça marche vraiment bien. » On pourrait la lier dans la page web du podcast. Donc, souvent, carton sisal, c'est les 2 premiers. On veut quelque chose qui est stable, qui est grand, qui a une bonne surface intéressante, tout dépendant des préférences du chat. Et on veut que ce soit des endroits où il est susceptible de vouloir l'utiliser. Donc, souvent, quand on revient à la maison,
le chat va se lever. Quand il vient de se réveiller aussi, c'est excitant, j'ai besoin de passer mes nerfs, j'ai besoin de gratter. Il y a des produits qui sont, souvent c'est côté de sofa, il y a des produits qui vont carrément par-dessus le coin de sofa. On est déjà à la bonne place, c'est déjà là que le chat le fait, mais ça protège le sofa. Donc, les mettre à des endroits qui sont significatifs. Parce que si c'est dans le coin de la pièce, le chat n'aura pas tendance à aller par là pour faire ses griffes. Donc, moi, honnêtement, le seul problème que j'ai chez moi de griffes, c'est j'ai une chatte qui aime beaucoup gratter tout ce qui est les tuiles de puzzle, comme pour enfants, là, en mousse, puis les trucs comme des tapis de yoga. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai accepté quand j'ai acheté le tapis d'exercice très épais qui fait comme 5 pieds par 7 pieds. J'étais comme, ça, Léa va finir par passer à travers. Puis là, j'ai regardé hier, puis oui, après plusieurs mois, on est rendu comme pas mal bas. Fait qu'il y a des choses comme ça que si on veut pas qu'ils soient détruits, mieux vaut les rouler après usage. Mais outre ça, c'est vraiment d'avoir des choses qui vont les attirer pour pouvoir gratter puis qui sont aux bons endroits. Tu penses que c'est satisfaisant avec des protège-griffes? Est-ce qu'ils peuvent gratter avec ça? C'est sûr que ça enlèvera pas, parce que le gratter, ça enlève aussi les couches externes des griffes là, qui muent périodiquement. Ça ne satisfera pas ça. Par contre, même les chats qui sont dégriffés vont gratter souvent comme des grattoirs de carton. Là. Les chats dégriffés vont faire « ça fait du bien ». Donc, même avec des protège-griffes, j'imagine que oui, jusqu'à un certain point, parce que la griffe peut quand même sortir. Ça a bien été mis, puis c'est pas collé après l'enveloppe de peau là, de la patte. Donc oui, très certainement qu'il y a une bonne satisfaction, même si on a des protège-griffes, à pouvoir faire ces comportements-là. Parce qu'encore là, c'est l'extension des doigts, l'étirement, la musculature, c'est toutes des choses que tu peux satisfaire, même si tu as des protège-griffes. Fait que j'aurais tendance à dire oui. Je peux pas leur demander, mais j'aurais tendance à dire oui. Ce serait le fun. Oui. Beaucoup moins compliqué de comprendre pourquoi ils font les choses qu'ils font. Oui. C'est eux qu'on interrogerait ici en ce moment. C'est ça. Je peux vous amener Mélomane, là. Ça va être plus comme ouais, mais voilà. Y avait-il d'autres questions? Comment couper les griffes à mon chat et qu'il se laisse faire? Je donne des biscuits après 2 ou 3 griffes. Est-ce que c'est correct? Bien, ça peut être correct, mais s'il y a de la misère à se laisser faire, c'est probablement mieux d'avoir ce qu'on appelle un plus haut taux de renforcement. Donc, ça peut être une griffe, une gâterie. Et ça peut être, on a fait une par jour. Ce qui est plus facile en termes de routine. Exemple, OK, après le souper, tu viens, on coupe une griffe, on a une gâterie. On peut se faire un petit papier là, avec des ronds, puis on encercle quelle griffe on a faite aujourd'hui, puis éventuellement, on va passer à travers toutes les griffes, ce qui fait à peu près 10 en avant, puis 8 en arrière, ça fait à peu près 18. Fait que sur 3 semaines, on a fait toutes nos griffes, puis on repart du début, exemple. C'est souvent moins demandant. On peut distraire pendant qu'on le fait. Donc, si on a des gâteries liquides aussi, ça peut être quelque chose de plus facile à « je te nourris tout le long que je fais cette griffe-là ». Ça, on peut le faire soit s'il y a quelqu'un d'autre qui peut nourrir en même temps, soit il y a des petits... oh mon Dieu, j'oublie le nom. Des petits pads de silicone qui ont l'air un petit peu d'un tapis de léchage qu'on peut tenir dans nos mains. Je pense que c'est comme un exfoliant pour la peau, mais en tout cas, ça tient bien dans les mains. Donc, si on met des gâteries liquides là-dessus, des fois, on est capable de tenir le truc exfoliant tout en qu'il y a des gâteries dessus, tout en coupant des griffes. Donc, quand on est seul, ça peut être une option. Ou on peut faire comme une espèce de plateforme avec des boîtes de puzzle ou avec des livres, mettre un tapis de léchage, un liquimat là-dessus avec des gâteries liquides. On peut saupoudrer des gâteries aussi là-dessus. Et là, le minou est essentiellement dans la bonne posture, en train de licher son tapis de léchage. Et ça, même si on est tout seul, ça nous donne l'opportunité de faire ça. Pour les chats qui ont beaucoup plus de difficultés, moi, j'ai une chatte qui est très peureuse. Puis ses griffes avant, on a travaillé, je peux les faire avec des gâteries, une à la fois. Puis même, en fait, elle, le renforçateur, initialement, c'était beaucoup avoir des câlins. Parce qu'elle vient me voir pour avoir des câlins, elle pétrit, fait que les griffes sortent. On fait une griffe, on fait des câlins. Ses pattes arrière, c'est encore difficile. Puis pour ça, on a mis à profit la médication que le vétérinaire nous a donnée. Parce que plutôt que de se battre avec son chat, essayer de l'envelopper dans une serviette puis le tenir juste pour couper ses griffes, puis là, c'est très traumatisant. Puis on s'associe à des choses moches. Si je lui donne ce petit médicament-là, elle est juste comme vraiment relaxe quand il fait effet. Puis là, elle est juste vraiment intéressée à licher les gâteries. Fait que là, je peux faire les griffes arrière. Et donc, à travers ça, je pense que ça aussi, initialement, je le faisais avec ses griffes avant, comme ça. Puis ça a contribué à ce que, éventuellement, on n'a plus besoin de le faire pour les griffes avant. Donc,
plutôt que de se dire non, non, il faut le faire comme ça. Il y a plein de façons d'en arriver à ça. On peut l'entraîner aussi. Puis c'est de ne pas être... d'être très généreux quand on a des gâteries. Donc, c'est après 3 griffes, ben commencez une griffe, une gâterie. Puis si ça vous achale, ben faites-en juste une par jour. Comme ça, vous donnez quand même juste une gâterie. Puis après ça, ben il y a plein d'autres choses qu'on peut regarder dépendant du minou. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous. Merci infiniment d'être venue. C'était super intéressant. Ça a passé vraiment vite. Oui, ça passe vite, 1 heure. On va faire le plan. Ou on pourrait te... Oh mon Dieu, j'ai craqué. Je suis désolée, vas-y. Je m'excuse. Où on peut te trouver? En fait, je sais que tu en as parlé un peu de Folie Féline. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes où on peut te trouver? Si vous voulez les tutoriels pour entraîner des chats, ça commence à être des vidéos qui datent, mais c'est quand même encore valide. C'est sur YouTube, sur mon nom, Caroline Crevier, _Chabot. Mon entreprise folieféline au pluriel.com. J'ai, via ce site web-là, on a accès à la plateforme de cours en ligne pour les cours que vous pouvez prendre à votre rythme. Et je suis active sur Instagram, Folieféline, puis sur Facebook, peut-être pas autant que je pourrais l'être, et sur YouTube pour Folieféline. Donc, vous pouvez me trouver là aussi. Donc, FOLIES, donc au pluriel, les deux. Parfait. On va aussi mettre le lien dans notre description du podcast. Super. Que les gens sachent, c'est que administrer des médicaments, ça ne veut pas nécessairement dire... Ça ne veut pas forcément dire devoir pousser une pilule dans le fond de la gorge. Parce que j'avais une discussion récemment avec des gens qui me disaient, genre, pourquoi est-ce que les gens vont pas chez le vétérinaire? Puis, en tout cas, c'est ça, une des raisons, je pense, c'est qu'ils se disent, même si on trouve la maladie, c'est comme... Ça va être difficile d'administrer. C'est ça. Mais tu sais, la vérité, c'est qu'en fait, il y a plein de manières de médicamenter son chat, d'administrer des médicaments. Puis à partir du moment où on sait, j'aurais peut-être même pas besoin de toucher à mon chat si je trouve la bonne manière, ben là, on peut traiter notre minou, on peut aller chez le vétérinaire, puis on peut améliorer sa qualité de vie aussi. Fait que je pense que ça, c'est un gros obstacle qu'on a moins chez les chiens, surtout quand on pense aux labradors qui vont juste gober les pilules quand on les cache dans de la nourriture. Fait que voilà, s'il y a une chose que je veux que les gens sachent à propos des chats, c'est qu'il y a moyen d'administrer des médicaments sans avoir besoin de leur enfoncer dans le fond de la gorge. Donc, vous pouvez venir chercher de l'aide pour ça. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. J'adore qu'on parle des chats, puis c'est une belle occasion de dire aux gens il y a plus qu'une manière de travailler avec vos minous. On les connaît mieux maintenant.